Bonjour à tous. Aujourd'hui, direction Saint-Pierre-et-Miquelon pour découvrir l'histoire de ce territoire français pendant la Seconde Guerre mondiale. Saint-Pierre-et-Miquelon est un archipel français d'Amérique du Nord, situé au sud de l'île canadienne de Terre-Neuve, à l'entrée du golfe du Saint-Laurent. L'archipel est composé de deux îles principales, Saint-Pierre, la plus petite, mais qui abrite 86% de la population, et Miquelon, composée elle-même de trois presqu'îles, le Cap, Grande-Miquelon et l'Anglade. On retrouve aussi dans cet archipel d'autres petites îles et îlots non habités. L'archipel est l'un des 7 territoires français en Amérique et le seul en Amérique du Nord. C'est le dernier vestige de ce qui fut la Nouvelle-France. Après l'armistice de 1940, Saint-Pierre-et-Miquelon, comme les différentes possessions françaises en Amérique, passe sous le contrôle du régime de Vichy. Dans cet archipel, le gouvernement est représenté par Gilbert de Borna, l'administrateur de Saint-Pierre-et-Miquelon depuis 1936, et par l'amiral Georges Robert, le haut-commissaire pour les possessions françaises en Amérique, qui gère aussi les Antilles et la Guyane. En 1940, les États-Unis, qui n'étaient pas encore entrés en guerre, reconnaissaient alors le gouvernement de Vichy. L'amiral Robert négocia ainsi le 6 août 1940 un accord de statu quo, une sorte de neutralité entre les États-Unis et les territoires français d'Amérique. Suite à leur entrée en guerre après l'attaque de Pearl Harbor le 11 décembre 1941, les États-Unis passent un nouvel accord de statu quo avec l'amiral Robert, le 17 décembre. Mais ces accords ne retirent pas l'intérêt stratégique de Saint-Pierre-et-Miquelon. Situé à l'entrée du golfe du Saint-Laurent, l'archipel possède de puissants moyens de communication, une station radio et un câble transatlantique. Ainsi, ses habitants craignaient d'être envahis par le Canada voisin. Un débarquement canadien soutenu par les États-Unis a même été envisagé, à cause de la diffusion de la propagande de Vichy par la station radio de l'archipel, et de l'aide que celle-ci apporterait aux U-boats allemands. Mais le Premier ministre canadien, William Lyon Mackenzie King, refusa de faire exécuter ce plan, laissant à la France le dernier reste de son empire colonial au Canada. Retournons en arrière, car depuis l'armistice, même si l'archipel est administré par le régime de Vichy, la majorité de la population reste cependant hostile à l'État français. Beaucoup d'habitants souhaitent alors le ralliement de Saint-Pierre-et-Miquelon à la France libre. Ils tentent ainsi d'organiser un plébiscite sur la question, mais les autorités de Vichy les en empêchent. Les habitants lancent alors de nombreux appels au général de Gaulle, et certains quittent même leurs îles pour rejoindre les Français libres, et continuent la lutte sous le drapeau à Croix de Lorraine. Le général de Gaulle entend ces appels, et décide donc en 1941 de demander l'avis des Britanniques sur l'opportunité de rallier cette partie de la France. L'amirauté britannique, pour l'intérêt stratégique de l'archipel, y est favorable. Cependant, le ministère des Affaires étrangères, lui, pense que cela ne peut se faire sans l'accord des Canadiens et des Américains. Pendant ce temps, les habitants de l'archipel, eux, continuent à se plaindre. Dans un appel adressé à Londres en novembre 1941, ils disent « Nous vous implorons, une fois de plus, de venir à notre secours. » Le général de Gaulle décide le 24 novembre de préparer le ralliement. Il charge l'amiral Muselier, commandant des forces navales françaises libres, de cette mission. Celui-ci s'embarque alors pour le Canada, sous prétexte d'aller inspecter la division de corvettes françaises basée à Terre-Neuve. L'entrée en guerre des États-Unis incite les Français libres à agir vite. Dès son arrivée à Terre-Neuve, Muselier demande à de Gaulle d'obtenir l'accord des Anglais pour procéder au ralliement de l'archipel, tandis qu'il s'occupera d'obtenir celui des Canadiens et des Américains. Mais les Américains, qui ont maintenu leur accord de statu quo avec l'amiral Georges Robert et qui continuent à reconnaître le régime du maréchal Pétain comme le gouvernement légitime de la France et non pas celui de Gaulle, sont eux plutôt favorables à une intervention canadienne qu'une des Français libres. Nous sommes le 17 décembre 1941, le même jour des accords Horn-Robert qui renouvellent le statu quo entre les territoires français d'Amérique et les États-Unis. Et les Américains, qui négocient alors avec Vichy, ne donnent pas l'autorisation à de Gaulle d'agir. Mais celui-ci proteste auprès des Alliés, car selon lui, si un débarquement devait avoir lieu dans une partie de l'Empire français, il ne pourrait se faire sans une participation française. Contre l'avis des Américains, il décide donc de lancer l'opération. L'amiral Muselier, malgré son désaccord personnel, exécute l'ordre de Gaulle de rallier l'archipel à la France libre. Le 23 décembre 1941, les trois corvettes Mimosa, Alice, Aconite et le célèbre sous-marin Surcouf partent d'Halifax en Nouvelle-Écosse pour officiellement effectuer des exercices entre les côtes de Terre-Neuve et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais dans la nuit du 24 décembre, les Français libres débarquent à Saint-Pierre. Gilbert de Borna, le gouverneur, s'attendait à l'arrivée de navires vichysois, et la surveillance était donc moins grande. L'effet de surprise des Français libres est complet.
Les seulement 25 hommes qui ont débarqué des vaisseaux s'emparent alors des lieux stratégiques. Pas un coup de feu n'est tiré. La population pro-gaulliste accueille les FFL avec des drapeaux à croix de Lorraine sur le port. En moins d'une demi-heure, l'île est sous contrôle. Le 25 décembre, l'enseigne de vaisseau Alain Savary, aide de camp de l'amiral Muselier, est nommé par celui-ci administrateur provisoire du territoire. Muselier annonce aux Alliés qu'il vient de prendre possession de Saint-Pierre-et-Miquelon au nom du général de Gaulle. La réaction du gouvernement américain ne se fait pas attendre. Cordell Hull, le secrétaire d'État des États-Unis, qui détestait le général de Gaulle, publie une déclaration. L'action entreprise par 3 bâtiments des soi-disant Français libres à Saint-Pierre-et-Miquelon était une action arbitraire contraire à l'agrément de toutes les parties intéressées. Puis dans un communiqué qui est transmis par la radio, il dit « L'action entreprise à Saint-Pierre-et-Miquelon par les navires prétendus Français libres l'a été sans que le gouvernement des États-Unis en ait eu au préalable connaissance et sans qu'il n'y ait aucunement donné son consentement. » Pour donner une légitimité à la décision de De Gaulle et convaincre aussi l'opinion publique américaine, un vote est organisé sur l'archipel. 98,2% des votants sont en faveur de la France libre. Les États-Unis envisageront pourtant une action militaire contre celle-ci avant d'y renoncer. L'opinion publique américaine, déjà favorable aux Français libres, l'est encore plus grâce au vote que ceux-ci ont organisé, mais aussi par le fait que cette action a permis de cesser les émissions de propagande émises par la radio de Vichy. La prise de la station radio empêchant aussi désormais aux sous-marins allemands de l'utiliser. L'attitude agressive prise par le secrétaire d'État Cordell Hull fut jugée choquante par la majorité des Américains. Churchill, qui était alors à Washington, écrira plus tard qu'il trouva la réaction du secrétaire d'État disproportionnée face à cet incident mineur, ayant lui donné un avis favorable à De Gaulle pour cette intervention. Même si cette crise diplomatique cessera vite en raison des combats dans le Pacifique, elle augmenta la méfiance des États-Unis et en particulier de Roosevelt envers De Gaulle, et dégrada leurs relations jusqu'à la fin du conflit. Ce débarquement permit à Saint-Pierre-et-Miquelon de devenir l'une des premières terres françaises à rallier la France libre. Beaucoup d'habitants s'engageront par la suite volontairement dans les forces françaises libres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à donner votre avis dans les commentaires. Flotte de l'espérance, dont les fières unités ont choisi la liberté.